Bonjour à tous, eh bien nous voici déjà fin octobre, dans moins de 15 jours maintenant, ce sera le CIPAC, le salon des pêches au cou à Amiens, avec, je le rappelle, le vendredi une grande compétition, le All-Star Game en plein centre-ville d'Amiens avec les plus grands champions internationaux, et puis ensuite samedi, dimanche, le salon, donc dans le hall d'exposition de Mégacité à Amiens. J'espère que vous serez nombreux, je pense que ça va être vraiment un grand rendez-vous. Qui attendent beaucoup de lecteurs, je le sais. Alors en attendant, c'est aussi bientôt la sortie du prochain numéro d'InfoPêche, le numéro de novembre-décembre, que voici et qu'on va feuilleter ensemble comme on le fait d'habitude. Et on commence avec la couverture et à la une, Damien Lemdani, pêcheur de première nationale, qui a réussi une très belle performance d'ailleurs au dernier championnat de France sur le lac du Bourdon. Et puis ensuite, évidemment, l'édito et le sommaire, le programme complet du CIPAC et de la All-Star Game, puis vos questions et nos réponses d'experts. Alors vous voyez que c'est aussi bien sûr de l'amorce, de la pêche à l'anglaise, des montages, des produits pour les amorces, de la stratégie de pêche, des graines, etc. Ensuite, on a donc le gros dossier habituel de David Ewing, qui nous parle, voyez-vous, des problèmes de fond. Alors c'est vrai qu'en termes de pêche au cou, ou même au feeder, on a tendance à essayer de sonder, donc d'évaluer la profondeur, mais on est beaucoup moins regardant en ce qui concerne la nature du fond. Or, c'est un élément vraiment déterminant pour les poissons, où évidemment, en fonction des types de fonds que vous allez rencontrer, vous aurez telle ou telle espèce qui sera plus ou moins présente, voire des densités de poissons qui peuvent varier en fonction des types de fonds. Alors David passe en revue ces différents types de fonds, parce que ça peut être évidemment des fonds de vase, des fonds de gravier, des fonds de sable, voire des fonds de galets. Il nous explique comment ces types de fonds se constituent, comment les retrouver, comment surtout les détecter, ce qui n'est pas chose facile parfois avec simplement une sonde, et puis ensuite évidemment comment les exploiter au mieux et quel type de poisson vous pouvez rencontrer sur tel ou tel type de fond. Ensuite, on a les bons coups, donc les coins de pêche aussi bien dans le domaine public que le domaine privé en fonction des grandes régions. Puis on arrive à la partie technique et tactique, dans laquelle on commence avec Monsieur Plus qui finit son tour d'horizon des farines de base pour ses recettes d'amorce et qui nous parle également du prochain numéro dans lequel il commencera à aborder une question cruciale, évidemment, c'est comment, à partir de ces farines, on constitue une recette, en mélangeant les différents produits en fonction de leurs caractéristiques nutritives, mais surtout mécaniques. Ensuite, on a donc le sujet avec Damien Lemdani, qui est un pêcheur excessivement complet. On l'a vu, il a pêché en première nationale au cou, mais c'est aussi un excellent pêcheur au moulinet et au feeder. Et si vous vous souvenez, on avait déjà fait un sujet avec lui où il avait associé feeder et grande canne. Et cette fois-ci, il associe feeder et waggler coulissant. Vous verrez que les deux techniques peuvent parfaitement cohabiter et permettre de prendre plus ou moins de poissons en fonction des conditions météo, de la profondeur et évidemment de l'humeur des poissons. Ensuite, vous avez le sujet de Sébastien Rousseau qui nous explique comment utiliser le bed dropper. Alors le bed dropper, vous voyez, c'est cet ustensile qu'on met au bout d'une ligne pour déposer des èches pures sur le fond. Ce n'est pas un produit nouveau, mais c'est un produit qui était très utilisé par le passé, surtout pour la pêche en rivière, quand il y avait beaucoup de courant et qu'on voulait déposer des èches pures. Évidemment, c'était plus précis grâce au bed dropper. Mais Sébastien nous montre que ça peut être également utilisé avec succès en canal, voire en étang, et vous voyez que la bourriche qu'il a réalisée le démontre assez clairement. Ensuite, on a la main en panier avec quelqu'un de très connu dans le monde de la pêche au cou, et en particulier de la carpe. C'est évidemment Gérard Trinquier qui nous décrit donc tous ces montages pour la pêche de la carpe, évidemment, mais pas seulement. Il nous parle aussi de ces montages pour la pêche au cou, en particulier la pêche au flotteur plat, car on le sait moins, mais c'est un grand spécialiste de cette technique de pêche. Il y a beaucoup d'astuces intéressantes. Et puis évidemment, ces montages aussi pour la pêche à l'anglaise, puisque rappelons-le quand même, Gérard a été 2 fois champion de France au moulinet. Ensuite, on a le sujet de Nicolas Quénon, notre ami belge, qui était parti pour faire une belle pêche de gardon dans un endroit où
normalement ils sont mordeurs en plein hiver, et vous voyez qu'en fait il a dû se rabattre sur les brèmes, donc il explique un petit peu comment on peut changer son fusil d'épaule en cours de route quand le plan A ne fonctionne pas. Ensuite on arrive à la partie matérielle, avec une toute dernière nouveauté très intéressante, c'est une station de chez Garbolino qui a pas mal d'innovations, en particulier des casiers qui permettent d'alléger l'ensemble. On se plaint assez souvent que les stations modernes soient un peu lourdes. Ce n'est pas du tout le cas de cette Garbolino. Après, un choix de petite sélection de petits produits de nouveautés. Ensuite, on a notre test comparatif sur les boîtes à bas de ligne. C'est vrai qu'on en trouve de plus en plus. Vous avez des boîtes à bas de ligne pour la pêche au cou, évidemment. Mais il y a aussi maintenant des boîtes à bas de ligne pour toutes les pêches au feeder, y compris le méthode feeder où on utilise de tout petits bas de ligne de 10 cm jusqu'au bas de ligne évidemment pour la pêche au feeder classique où là il faut des bas de ligne qui font parfois 1 mètre. Donc aujourd'hui les fabricants nous proposent toute une ribambelle on va dire de boîtes différentes et parfaitement adaptées aux besoins des pêcheurs modernes. Ensuite on refait un petit bilan de la saison. Après une pause due au Covid, là on a eu quand même une saison pleine. Alors au moment où j'ai écrit cet article, le championnat du monde de feeder n'avait pas eu lieu, donc on n'en a pas tenu compte dans le bilan de la saison, mais ça ne change pas quand même grand-chose, mis à part que la Serbie, qui avait gagné en pêche au cou, s'est permis de faire le doublé cou et feeder. Je ne sais pas si une équipe jusqu'à maintenant a réussi cet exploit. En tout cas, c'est une année assez exceptionnelle pour les Serbes. Pour les Français, c'est une année en demi-teinte, je dirais, avec de très très belles réussites, en particulier chez les jeunes, comme souvent d'ailleurs. Évidemment, la victoire par équipe des féminines, en France à Gramelines, qu'on a pu suivre avec vous sur notre page Facebook Pêche de compétition en live. Mais après, des résultats peut-être un peu décevants, en particulier sur le championnat du monde au cou, même si une 5e place n'est pas forcément trop mauvaise. Donc on revient sur l'ensemble des résultats avec les statistiques, les positions des uns et des autres. Vous voyez que l'Italie est en train de prendre son envol. C'est elle qui est la nation leader sur les 5 dernières années, mais elle est talonnée tout de suite par la France. Et puis on fait des perspectives un petit peu sur la saison prochaine. Et puis je reviens également sur l'affluence de championnats du monde, puisqu'on nous annonce dès l'an prochain la création d'un championnat du monde feeder jeune. Donc ça fera encore une compétition supplémentaire. Il serait temps que la Fédération internationale pense à réduire un petit peu les calendriers plutôt que d'ajouter des épreuves année après année. Ensuite, on a le sujet de Christian Monget. Alors c'est assez intéressant, en fait, là, il nous parle pour chaque poisson d'un type de poste qu'il préfère et un type d'appât. Donc pour chaque espèce de poisson, il vous décrit quel est son poste préféré et son appât préféré. Donc c'est très intéressant. Vous voyez que c'est assez dense, il y a beaucoup de conseils. Et puis on termine comme toujours avec les pêches d'antan, un texte de la fin du 19e siècle où on y apprend qu'on utilisait déjà des herbes pour améliorer les amorces, mais qu'on utilisait aussi du sang de veau, voire de la chair d'hirondelle pour attraper des anguilles. De nos jours, ce serait peut-être pas très bien vu. Voilà, écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à lire ce tout dernier numéro d'InfoPêche. Et encore une fois, je vous donne rendez-vous d'ici une petite dizaine de jours à Amiens pour la 2e édition du Salon international des pêches au cou. Merci à tous et à très bientôt.